Comment surmonter l'immense douleur de perdre un enfant adulte, un être que l'on a vu grandir? Qu'est-ce qui peut faire la différence pour continuer à vivre après un tel bouleversement de l'ordre naturel des choses? Pour nous en parler, je reçois Marie-Frédérique Baquet, qui est psychologue, psychiatre, spécialiste du deuil et qui accompagne au niveau associatif des personnes endeuillées. À l'occasion du colloque Les Chemins du Deuil, organisé par le groupe Audience et l'Alliance professionnelle de retraite Agirc-Arco, nous avons pu discuter ensemble de ces questions essentielles. Bonne écoute! Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bonjour Marie-Frédérique Baquet. Bonjour Gaëlle Guigny. Je suis très heureuse de vous accueillir au micro de Ainsi va la vie pour parler d'un sujet qui finalement est assez peu abordé, à savoir le décès de l'enfant adulte. Et d'ailleurs, il n'existe pas de nom en français pour évoquer ou dire cet état de parent endeuillé d'un enfant. Il y a un mot quand même qui est désenfanté. Donc, on a ôté mon enfant. C'est exactement littéralement ce que ça veut dire. Je trouve ce mot agréable, je trouve ce mot explicite. Et donc, je pense que les personnes peuvent tout à fait s'approprier ce mot. C'est important parce que sinon, s'il n'y a pas de mots, finalement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de réalité matérielle de la chose, d'autant qu'ici, on est dans le vide. Donc, ces parents qui ont perdu un enfant adulte sont souvent dans le drame, il faut quand même le dire. Donc, soit c'est une maladie aiguë qui s'est produite, soit c'est un accident, soit encore c'est un suicide. Et là, j'interviens surtout sur le deuil après suicide. Pourquoi ? Parce que je travaille préférentiellement en psychiatrie et que pour les personnes bipolaires, le risque suicidaire, comme d'ailleurs chez les schizophrènes également, est très important. Donc, le suicide produit à la fois de la violence, de la surprise, quelque chose d'inimaginable, parce que finalement, sauter la vie, c'est impensable, et c'est souvent proscrit dans les grandes religions, dans les grands monothéismes. Et donc, finalement, ce deuil après suicide est extrêmement douloureux pour les parents, d'autant que il est tabou, c'est-à-dire que le public ne comprend pas, le public cherche des raisons, cherche des causes, et au fond, les parents n'osent pas parler de leur enfant suicidé. Est-ce que la mort d'un enfant, et là on parle en particulier de l'enfant adulte, est de fait traumatique ? Oui, alors absolument, puisque on l'a vu, et surtout à notre époque, attention, parce que les maladies infantiles ont quasiment disparu. Donc en fait, par rapport ne serait-ce qu'au 19e siècle et même jusque dans les années 50, on a peu de risques de voir son enfant mourir dans ses jeunes années. Il faut rappeler quand même que avant le 19e siècle, 50% des enfants mouraient avant la 2e année. Donc les femmes savaient à quoi s'attendre puisqu'elles avaient entendu justement leurs aînés parler de ces deuils d'enfants. Donc les mères étaient particulièrement désenfantées et cela leur a donné une mauvaise image, c'est-à-dire l'image de victime, l'image de femmes plaintives et pleurantes, mais de manière plus simple. Lorsque son enfant va à la guerre, par exemple, on
on a entendu parler, évidemment, des morts à la guerre. Mais, comme le démontrait Jeanne Catulle-Mendès, donc des femmes qui ont écrit sur leur deuil de guerre, deuil de la guerre de 14-18, on voit bien que ces femmes mettent de côté l'idée que l'enfant puisse mourir. Et donc, en fait, quand elles perdent réellement leur enfant soldat, elles découvrent une chose qu'elles avaient de toute façon mis de côté, clivé, dénié. Donc, aujourd'hui encore, la mort d'un enfant adulte est une surprise, même dans un accident de voiture. On voit bien, par exemple, la gendarmerie. La gendarmerie a fait appel à nous, en tant que psychologues, pour les aider à annoncer la mort. Et c'est vrai que les pauvres gendarmes se voient littéralement projeter une mauvaise image parce que ils viennent à deux annoncer la mort, ils sonnent à la porte. Et là, dès qu'on les voit, les gens se disent « il est arrivé un drame ». Donc, on voit bien que la mort a été chassée de nos représentations, en fait, et surtout la mort d'un jeune adulte. Or, malheureusement, dans le cadre des pathologies mentales, donc je l'ai cité, la maladie bipolaire et les schizophrénies, il y a beaucoup de suicides. Ce sont même les pathologies qui entraînent le plus de suicides. Donc là aussi, du côté de la psychiatrie, on pourrait prévenir en disant « attention, cette maladie est une maladie à risque suicidaire ». Et auprès de qui pouvez-vous faire cette prévention ? Cette prévention, on peut la mener dans les services de psychiatrie, on peut la mener dans les services de médecine, et elle n'est pas contradictoire avec l'espoir. Alors, l'espoir de guérison, bon, pour l'instant, les schizophrénies et les maladies bipolaires n'ont pas beaucoup d'espoir de guérison, mais elles présentent quand même un espoir de maintien à un état stationnaire, à un état stabilisé. Cependant, le risque suicidaire n'est pas indifférent. Il devient quand même, il est un risque supérieur à celui de la population générale. Donc voilà, sur le plan de la prévention, on peut faire quelque chose et donc dire que tout simplement la mort existe dans nos sociétés et la mort catastrophique comme la perte d'un enfant adulte, elle peut exister. Oui, en parler pour sortir cette réalité du déni, du tabou et par ricochet les endeuillés de l'isolement et qu'on peut y survivre chacun et chacune à sa manière finalement. J'ai vu par exemple que la doyenne des Français, donc Jeanne Calment, qui était morte à 126 ans, je crois, avait perdu non seulement son conjoint, bien sûr, mais plusieurs de ses enfants et même petits-enfants. Donc vous voyez, elle vivait tout cela de manière tout à fait réaliste, avec des sentiments bien sûr de tristesse, mais elle a quand même choisi de continuer à vieillir malgré tous ces deuils. Oui, j'aimerais revenir sur un sujet que vous avez abordé dans votre conférence que j'ai trouvé très intéressant. Vous avez souligné l'importance de l'information sur les derniers moments et les circonstances du décès. Parce que ne pas savoir, être dans l'incertitude de ce qui s'est réellement passé, peut être très compliqué à vivre pour les parents et les fratries endeuillées. Absolument. Donc là, il s'agit des formations que nous pouvons donner aux médecins, aux soignants, aux gendarmes, comme je viens de le dire, la gendarmerie et la police. Ce sont véritablement des formations pour dire que du côté de l'annonce, il faut absolument penser à des choses très précises à dire. Par exemple, la question majeure posée par les parents, c'est « est-ce qu'il a souffert ?» Est-ce que vous pouvez me dire s'il a souffert? Et là, les soignants, par exemple, doivent pouvoir le dire. Alors bien sûr, les gendarmes, la police ne peuvent pas le dire, mais par exemple, j'ai une collègue psychologue, Cynthia Moreau, qui travaille avec les patrouilleurs d'autoroute. Parfois, ces patrouilleurs, qui font un métier extrêmement difficile, retrouvent les morts dans des positions particulières. Et donc ça, ils peuvent en donner l'information. Oui, cette information est utile parce qu'elle va permettre
aux endeuillés, donc aux parents, de pouvoir se représenter leur fils ou leur fille. Et c'est fondamental pour eux. Même chose, j'ai parlé du crash aérien du Concorde. Là aussi, c'était extrêmement important pour les pompiers de dire où ils avaient trouvé les personnes. Je me rappelle très bien d'une hôtesse pour laquelle ses parents posaient la question de où elle était. Ben oui, elle avait quand même réussi à s'attacher à son siège, etc., etc. Et c'était fondamental pour les parents d'apprendre cela. Donc, je pense que les soignants, les médecins, les gendarmes, la police doivent apprendre à rechercher des détails qui vont réconforter, évidemment. Les détails morbides, les détails macabres, c'est pas ça qu'on recherche, hein, on l'a bien compris. Mais en particulier, la souffrance et autre chose, est-ce qu'il s'est rendu compte ? Est-ce qu'elle s'est rendue compte ? Je pense à de nombreux suicidaires qui ont cherché l'horaire du TGV, par exemple, pour pouvoir aller sur le chemin de fer, pas se faire écrasé par n'importe quel TER qui pourrait éventuellement freiner, mais être sûr que c'était le TGV qui n'avait aucune chance de freiner. Parce qu'à 300 km/h, vous le savez, il faut une certaine distance pour s'arrêter. Donc ça, par exemple, vous allez me dire, mais c'est un détail macabre, c'est horrible. Mais non, car les parents se sont saisis de ce détail pour se dire, bon ben, au moins, mon fils n'a pas souffert. Donc vous voyez, est-ce qu'il s'est rendu compte ? Certainement, puisqu'il a cherché les horaires. Est-ce qu'il a souffert ? Sans doute pas, parce que à cette vitesse, c'est pas possible que les neurones transmettent tout simplement la sensorialité au niveau du cerveau, hein. Et des fois, beaucoup de parents font des recherches neurologiques pour s'enquérir de la souffrance. Donc, vous voyez que c'est très important. Aujourd'hui, on a d'autres cas fondamentaux, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Les médecins vont injecter dans une perfusion, donc ça va se passer très lentement, du midazolam, donc une benzodiazépine qui va produire l'endormissement et surtout l'absence de souffrance. Eh bien, beaucoup de parents ont besoin de savoir comment ça s'est passé au niveau carrément de la diffusion du produit, hein, dans les veines, dans la circulation. Donc voilà, ces questionnements ne sont pas des questions macabres, ce sont des questions importantes pour les personnes en deuil, pour se rendre compte de, voilà, qu'a-t-il pu penser ? Qu'a-t-elle pu imaginer pendant ces moments où le produit faisait son effet ? Donc vous voyez, moi j'insiste justement pour non pas dénier la souffrance ou bien la pensée, mais au contraire pouvoir la partager. Et c'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs dans les groupes d'endeuillés, hein, puisque dans les groupes d'endeuillés, on commence en général par le parcours du deuil. Qu'est-ce que je ressens en ce moment ? Qu'est-ce qui m'a frappé dans ce que j'ai vécu ? Qu'est-ce que je peux partager avec un tel ? Et puis ensuite, on remonte, si vous voulez, rétrospectivement dans la question de la mort. Qu'est-ce qui s'est produit au moment de la mort et surtout du mourir ? Parce que vous voyez, c'est pas la même chose d'être mort et de mourir. Et ces deux questions sont souvent demandées par les endeuillés. C'est très intéressant et ces informations participent à l'élaboration du deuil. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas morbide, c'est au contraire d'une grande utilité. On peut essayer de leur permettre, bien sûr, de mener leur enquête. Et vous voyez, cette enquête, elle n'est pas juste cognitive, hein. Affectivement, ils vont avoir besoin de rechercher ce qui a pu se produire. Donc voilà, l'accident, les témoins de l'accident, la maladie, les témoins de la maladie, les témoins du mourir. Et ça, c'est important parce que, par exemple, dans une équipe, une aide-soignante ou une infirmière doit rester présente. Si, par exemple, la personne qui va mourir est seule, je crois que c'est fondamental parce que cette infirmière et cette aide-soignante va avoir la lourde responsabilité de témoigner auprès des parents. Et en même temps, il faut qu'elle sache, cette infirmière ou cette aide-soignante, qu'elle va aider les parents dans leur deuil à travers son témoignage. Ouais, c'est fondamental. Bien sûr.
Donc la formation des professionnels de santé et en fait de tous les métiers en contact avec le public, la police, les gendarmes, etc., c'est primordial. Oui, oui, absolument. J'insiste là-dessus. Et finalement, ça fait une grande différence dans le vécu de l'annonce. Bien sûr. Et c'est aussi important pour ces professionnels eux-mêmes, parce qu'ils sont en contact avec la mort parfois violente, vous le disiez, parfois même plusieurs fois par jour. Et ça laisse pas indemne, il peut y avoir de la souffrance. Ce sont des êtres humains comme vous et moi, donc faut pas l'oublier. Tout à fait. Donc il y a la détresse des endeuillés, mais il y a la détresse des soignants, des patrouilleurs d'autoroute, de la police, des gendarmes, et eux aussi ont besoin d'en reparler. Alors, vous voyez, c'est pas juste un retour d'expérience comme on dit actuellement, hein. C'est plutôt une réunion où on va pouvoir parler de ses affects. Et donc, c'est vrai que je suis très heureuse que la police ou la gendarmerie se féminisent. Parce qu'avec les femmes, on peut parler des affects. Et donc, enfin, et c'est les hommes qui le disent, les hommes policiers, gendarmes disent, enfin, je peux parler de ce que je ressens. Parce qu'il y a des femmes dans mon groupe. Vous voyez? Et même chose du côté des soignants. Alors là, c'est l'inverse. Les soignants se masculinisent et là, aussi, les femmes soignantes sont heureuses de voir que des hommes peuvent partager aussi leur souffrance, leur détresse et les conduire aussi à aller de l'avant. C'est-à-dire que oui, il faut clore aussi les histoires. Donc à la fois respecter la mémoire de nos morts, mais en même temps savoir que au bout d'un moment, eh bien, c'est fini, les morts sont à leur place. Et quelle est la place des morts? J'allais vous poser la question. Eh bien, c'est la place d'être un ancêtre bienveillant. Et là, j'emploie bien sûr l'expression africaine, car même un bébé, un nourrisson peut devenir un ancêtre bienveillant de la famille. Ce nourrisson va, comme les familles le disent, nous regarder de là-haut ou de sa place. C'est pour ça que c'est tellement important de parler de la place du mort, hein. Et il nous envoie des idées, des pensées. Nous-mêmes, on lui envoie des pensées, des souvenirs, et finalement, on reconstitue le groupe familial des vivants et des morts, qui, de leur place, participent aussi aux réunions des vivants. Alors, à travers, bien sûr, toutes ces fêtes que nous célébrons, hein, il y a, je pense au bébé, hein, la fête de l'anniversaire de naissance, la fête de l'anniversaire de mort, et puis la fête des morts auxquelles participent ces bébés. Et donc, c'est très important parce qu'ils ont au moins 3 fêtes. À travers ces fêtes, vous voyez, on va parler des morts. Et en parlant des morts, bien sûr, on ne dénie pas la mort. Et on sait que la mort existe, qu'elle nous touchera à notre tour, mais en même temps, on sera dans le groupe. Comment être bienveillant? Oui, j'ai une dernière question à vous poser, Marie-Frédérique. Ce matin, une personne du public a pris la parole pour parler de la fratrie endeuillée. Parce que quand un enfant adulte décède, il est possible qu'il ait ou qu'elle ait déjà des enfants. Donc, les parents endeuillés de cet adulte disparu sont aussi des grands-parents endeuillés. Et pour accompagner moi-même des mamans ou des grands-mères endeuillées, j'ai constaté qu'il leur était souvent difficile de s'autoriser à vivre leur deuil, à exprimer leurs émotions, parce qu'elles veulent préserver le parent qui reste, qui lui-même est en deuil, et aussi leurs petits-enfants. Quel serait votre conseil pour les aider dans cette situation ? Alors franchement, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que souvent, donc, les enfants de la fratrie petits, on va dire, sont confrontés à la détresse de leurs parents. Donc ça, c'est dramatique parce qu'ils observent leurs parents dans un état qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Donc ça, c'est la première chose. Et souvent, ces parents vont éprouver de la honte. C'est-à-dire que leur corps leur semble finalement inhabituel et ils n'osent pas présenter ce corps à leurs enfants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en tant que psychologue, psychothérapeute ou je dirais animatrice dans une association, je proposerais un groupe familial. Groupe familial, ça veut dire que la famille peut se réunir et la famille va pouvoir exprimer. Et grâce à l'animateur du groupe familial, il va y avoir une expression potentielle qui va se faire. Donc ça, c'est important et
en tant qu'animateur du groupe, on va pouvoir dire que, voilà, il y a de la détresse, qu'on éprouve aussi de la honte à la manifester sur son corps, sur son visage, et que d'autre part, en tant qu'enfant, par exemple, ou en tant que fratrie même adulte, on a du mal à voir ses parents dans cet état-là. Et d'autre part, pour ce qui est des grands-parents ou des parents, évidemment, ils ont un statut à tenir. Ils veulent être forts, ils veulent être contenants. Donc, ici aussi, en tant que témoin du groupe, on va pouvoir dire que on comprend que ici ils veulent tenir leur statut, mais qu'ils ont droit de lâcher prise aussi. Ils ont droit de s'exprimer également. Donc vous voyez que ces mots de l'intermédiaire, du médiateur qu'est le psychothérapeute ou l'animateur du groupe sont fondamentaux parce qu'ils vont permettre vraiment au groupe de se parler enfin. Parce que souvent, quand on assiste à des funérailles, on voit bien que les gens ne se parlent pas. Et d'ailleurs, c'est un peu l'objectif de ce rituel, de ce rite funéraire, c'est d'avoir des gestes plutôt que des mots. Ce que je comprends tout à fait dans un premier temps. Mais à un moment donné, il faut que les mots jaillissent, parce que les mots sont enfermés littéralement chez les endeuillés. Donc, pour que les mots jaillissent, il faut qu'ils soient autorisés. Et pour qu'ils soient autorisés socialement, parce que c'est de ça dont il s'agit, eh bien, il faut un représentant de la société, qu'est le psychothérapeute, par exemple. Il ou elle a une grande expérience et il exprime le fait qu'il a pu rencontrer des parents en détresse, des enfants qui pleuraient. Il a pu même pleurer à son tour parce que des fois, il ou elle était fondamentalement ému. Et donc tout ceci, tout ce discours qui sont effectivement des paroles d'introduction du thérapeute, du psychothérapeute, eh bien, vont permettre aux gens, aux familles, de lâcher prise et de s'exprimer. Et souvent, quand on sort de ces groupes, tout le monde est rouge, gonflé, parce que les larmes ont coulé, parce que les mots ont jailli, et finalement, tout le monde est soulagé. Parce que le père n'a pas la même expérience que la mère, etc. Et donc, tout le monde est content, au moins satisfait d'avoir pu dire ces mots. J'en profite pour rappeler que ce n'est pas parce qu'on va voir un professionnel, un psy, que l'on est malade. Parce que combien de fois j'ai entendu je suis pas malade, j'ai pas besoin d'aller voir un psy, mais il s'agit juste d'être aidé dans un moment de difficulté. Oui, c'est très dommage que les psychologues ou les psychiatres soient assimilés finalement à la folie. Et en fait, la folie est un véritable tabou dans notre société. Or, en réalité, c'est ce que Freud a démontré. Il y a une continuité finalement du fonctionnement mental ou psychique. C'est-à-dire qu'on peut aller très bien, on peut être complètement adapté, mais on peut aussi, à l'intérieur, éprouver des moments critiques, des difficultés. Perdre un enfant adulte, c'est un moment de folie. En réalité. Et donc, accepter que ce moment de folie puisse être parlé, puisse être exprimé auprès de gens, donc des psychologues, des psychiatres, des animateurs de groupe, qui sont habitués, qui connaissent bien la folie, qui, eux, n'ont pas de tabou, sinon, que ferait-il alors dans cette place? Et donc, voilà, je pense que on peut relativement facilement détabouiser, et c'est ce que vous faites dans le podcast. Oui, et dire avec des mots simples que ce que l'on vit, ce que l'on traverse est tout à fait normal finalement. Oui, bien sûr, on a des crises dans nos vies, et ces crises, qui plus est, nous font avancer, car le deuil peut nous faire avancer aussi. Merci pour cette très intéressante discussion, Marie-Frédérique Baquet. Et puis pour écouter la conférence que vous avez donnée lors du colloque Les Chemins du Deuil, il suffit de cliquer sur le lien qui est en descriptif de l'épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaëlle Cuny. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.